Rencontre avec Louis Salamolens, l'homme qui a exhumé le Code Noir il y a 25 ans. Vous savez, la France est un pays magnifique, que l'on aime, que j'ai choisi d'ailleurs, puisque je ne suis pas d'ici, moi. Et donc, on pourrait me dire, à quoi bon avoir choisi la France si tu n'aimes pas les icônes. La France a un mal fou à faire un choix dans son iconostase et à accepter qu'il y ait des points noirs dans son histoire. La France, pays des croisades. Vous savez, les anciens disaient « Gesta Dei per Francos », c'est-à-dire les exploits de Dieu par les Francs. Eh bien, je crois qu'on en est encore là. Gesta Dei per Francos, les exploits de Dieu par les Francs. Alors, allez donc dire à la masse des Francs qu'il y a aussi Gesta Diaboli, si vous voulez. Exhumation du Code Noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement les historiens français avaient oublié que le Code Noir avait existé. On pouvait faire l'histoire de la France, l'histoire des grands siècles, l'histoire de Colbert, en parlant des choses fastes, éventuellement des choses néfastes, mais en parlant même éventuellement de l'esclavage et de la traite, mais pas de la légitimation juridique de la traite, dont le Code Noir était un texte qui était complètement occulté. Alors ça fait combien de temps donc que vous avez exhumé le Code Noir? Ça fait 25 ans maintenant, et c'était... on ne peut pas dire que j'étais le premier, non, loin de là, à m'être occupé de ce texte, parce que d'autres s'y étaient mesurés quelques années auparavant, mais quelques années, ça veut dire beaucoup d'années. La dernière... exhumation de ce code datait du début du siècle, mais entre le début du siècle et 85, il n'y avait rien eu. Ce qui fait qu'un étudiant français, un universitaire français, pouvait faire très bien un cursus d'histoire, ou un cursus de droit, ou un cursus de philosophie, sans jamais retrouver le Code Noir sur son chemin. Donc le Code Noir, aujourd'hui 25 ans, est-ce que vous pensez qu'il est su vraiment du grand public? Je pense que le grand public peut encore l'ignorer, mais je suis convaincu, en voyant un peu comment les choses se passent, qu'un historien aujourd'hui, un historien de métier, un littéraire de métier ou un historien du droit de métier ne peut plus l'ignorer. C'est désormais un moment incontournable de la pensée française, de la production juridique française. Mais d'ici à ce qu'il soit banalisé, à ce qu'il soit connu du grand public, un peu comme la révocation de l'édit de Nantes, tout cela est de la même année que la promulgation du Code Noir. Donc, nous allons dire que cette date cruciale dans l'histoire de la liberté de l'esprit, dans l'histoire de la pensée religieuse, dans l'histoire de la politique de Louis XIV, qu'est la révocation de l'édit de Nantes, cette date-là, elle figure dans l'iconostase des référents français culturels, beaucoup plus que n'y figure le Code Noir. Alors que, de toute évidence, les conséquences sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan idéologique du Code Noir dans ce que deviendra l'histoire française sont beaucoup plus lourdes que celles de l'évocation de l'édit de Nantes. Vous savez, en 1985, à Nantes, il y a eu la tentative d'un colloque sur le tricentenaire du Code Noir. Un projet qui a avorté. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Quelles étaient les raisons qui faisaient que voilà, cette municipalité de l'époque, ou même l'ensemble des dirigeants de Nantes à l'époque, ne puissent pas accompagner ce projet-là? Ben, vous savez, c'était l'époque où Serge Daget, qui était un excellent historien et qui avait beaucoup fait, qui avait beaucoup travaillé sur la traite, sur la traite négrière, et qui avait beaucoup fouillé
les archives de la marine de Nantes. C'était l'époque où Serge Dagier mobilisait tout cela. Et je ne pense pas que ni la mairie de Nantes à l'époque, ni la population nantaise étaient mûrs, disons-le comme ça, pour faire ce plongeon dans le passé. Et ce qui est dommage. Mais je pense que la volonté d'occultation restait encore forte. Et Nantes, comme d'autres villes dont l'économie négrière était importante, comme Bordeaux par exemple, Nantes n'était pas prête tout simplement à refaire un tout petit peu la chronique de son passé. Alors, est-ce que Nantes est prêt aujourd'hui? Parce que, alors, 2012 marque d'une part une nouvelle présidence en France, un nouveau Premier ministre qui est ancien maire de Nantes, mais qui 6 semaines avant a inauguré un mémorial de l'abolition de l'esclavage. Mais quand on circule dans ces mémorials, nous ne voyons pas le code noir du tout. Un mémorial de l'abolition et pas du tout un mémorial de l'esclavage et de son abolition. Je dis ça parce que j'ai vu en effet ce mémorial qui au point de vue architectonique est une réussite, mais qui au point de vue historiographique est un échec. Est un échec pourquoi? Tout simplement parce que ces mémorials célèbrent la parole qui libère, mais n'évoquent jamais, des grands jamais, la parole qui réduit en esclavage. Ainsi donc, on se promène dans le mémorial, on voit des textes disant à quel point l'esclavage est affreux, l'esclavage est abominable, il faut l'abolir, mais on cherche désespérément une allusion aux textes qui fondent l'esclavage, aux textes qui le légitiment, aux textes par lesquels Versailles dit « je veux qu'il y ait un esclavage, je veux que les esclaves soient comme ci ou comme cela ». Ça n'y est pas. Donc, pas de code noir dans cette mémorial. On cherche les textes par lesquels Napoléon rétablit l'esclavage après que l'esclavage ait été aboli par la Convention. Rien du tout. Donc, nous sommes dans une optique de célébration des génies émancipateurs français et pas du tout dans une optique d'une mémoire sereine dans laquelle on ferait une place non seulement à la France qui émancipe, mais aussi et surtout à la France qui légitime l'esclavage. De sorte que quelqu'un qui serait un peu plus ou moins mal né, ou quelqu'un qui serait tout simplement un visiteur lambda, pourrait considérer que ce que l'on lamente dans ce mémorial, c'est, si vous voulez bien, l'entreprise d'une série de brigands qui, à l'insu de Versailles, contre Versailles, ou sans que Versailles ait rien à y dire, se livrent à l'esclavage et se livrent à la traite. Il manque à ce mémorial, et il manque de façon criante, l'évocation des textes qui légitiment la traite, qui légitiment l'esclavage, et qui disent la volonté royale, la volonté de Louis XIV, la volonté de Colbert, de réduire l'esclavage, sinon de fait, en tout cas de droit tout africain, dont la France aurait besoin pour faire pousser sa canne à sucre, pour faire pousser son tabac. Et vous n'avez pas été contacté pour faire partie du comité de pilotage de ce projet, en fait, pour emmener ce projet? J'en ai été écarté. On nous dit quand même que c'est un projet unique en Europe. Et bon, moi j'ai toujours espoir que ce projet pourra évoluer et que les panneaux qui sont vides seront remplis quand même par d'autres faits historiques qui évoqueront l'ensemble de ce trafic et non seulement les abolitions. Mais comment ça se fait que vous, Louis Salamon-Lens, n'étiez pas dans ce comité? Mais vous savez... Parce qu'on peut vous le reprocher aussi. Hein. Si on me le reprochait à tort. Parce qu'on ne peut pas être... Je n'ai pas l'omniscience, je ne suis pas... ma vertu ne va pas jusqu'à me mériter ces faveurs d'être omniscient. Mais je constate une chose, je constate que les gens qui sont au courant de l'histoire de la récupération de la mémoire de l'esclavage savent où je suis, ce que j'ai écrit, ce que j'ai publié. Mais je constate que la France s'installe dans une vision assez consolante de son histoire. C'est la vision consistant à célébrer le génie émancipateur de la France, qui va de pair avec le courant essentiel des Lumières,
mais qui néglige complètement que la France ne pouvait être émancipatrice que parce qu'elle avait été d'abord esclavagiste. Et ce volet-là, donc le volet de la constitution, de l'installation de l'esclavage, de la légifération de l'esclavage, de la légitimation de l'esclavage, cela, je n'en vois pas la trace dans le mémorial. Je vois dans le mémorial, en effet, il est bien nommé, mémorial de l'abolition, donc mémorial de la célébration du caractère émancipateur de la culture française. Et jamais des grands jamais, mémorial de ce que la France, avec les autres nations de chrétienté, mais enfin, nous sommes à Nantes, nous ne sommes pas chez les Bataves, nous ne sommes pas chez les Germains, nous ne sommes pas chez les Andalous, nous sommes en France. Eh bien, il n'y a pas trace de la volonté française, de la volonté royale, de la volonté versaillaise, de la volonté colbertienne, de réduire l'esclavage pour mieux faire pousser la canne à sucre et pour mieux faire pousser le tabac l'indigo. Alors, très peu de mairies ont l'audace de vous inviter. On vous a vu au 11e. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a quand même quelques mouvements associatifs qui sont totalement avec vous. Il y a eu la CGT qui vous a aussi invité lors cette année. En 2011, on vous a vu aussi lors des 10 ans de la loi Taubira à l'UNESCO. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait certains blocages à ce niveau-là? C'est une question de lecture. C'est ou bien, je ne dirais pas on va à la soupe parce que c'est un peu grossier, mais ou bien on se coule et on se moule dans le modèle que peut proposer l'idéologie dominante, ou bien on va contre. L'idéologie dominante, encore une fois, est celle de l'exaltation du mouvement des Lumières, celle de l'exaltation, vous connaissez mieux que moi, de la France, le pays, la patrie des droits de l'homme, elle invente tout, elle libère tout, partout où elle passe, quand elle s'en va, on la regrette, ça, on l'a déjà entendu cette phrase-là, et par conséquent, il me suffirait, ça serait très simple, il me suffirait de mettre en sourdine, de mettre entre parenthèses le travail d'exhumation des textes qui asservissent et de magnifier les textes qui libèrent, et je ne serai pas amant d'invitation. Malheureusement, il me semble que le commun des mortels en France, enfin le français moyen, n'est pas encore tout à fait en mesure de savoir, parce qu'on ne lui dit pas, comment cette libération, comment cette émancipation n'était que la conséquence d'un travail d'asservissement que l'on déniait. Et moi, il se trouve que je me préoccupe surtout de l'émergence de ces travaux et de ces textes d'asservissement. Et par conséquent, ma lecture, qui est plus globale, me semble-t-il, qui commence par l'asservissement et qui se termine par l'affranchissement, n'est pas dans le schéma général qui favorise, qui retient uniquement le travail d'émancipation et le travail d'affranchissement. Ne pas connaître le Code noir, c'est ne pas connaître une bonne partie de l'histoire de la traite. Tout à fait. C'est ne pas en connaître les tenants juridiques. La traite toute seule, encore une fois, je me répète, je radote, la traite toute seule, si l'on prend les chiffres, si l'on prend les moments des bateaux, si l'on prend les pourcentages des gens qui sont jetés par-dessus bord, tout cela, encore une fois, peut être l'affaire d'une bande de brigands qui gesticulent et qui mènent son affaire à l'insu de Versailles. Si l'on a le Code noir sous les yeux, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de brigandage, mais qu'il y a tout simplement un comportement de traite, un comportement de trafic qui est complètement conforme, qui est à 100% conforme avec la volonté de Versailles. Est-ce que pour la France, c'est pas une façon de diminuer ses héros aussi, le fait de parler de Louis XIV, de parler de Napoléon? Vous savez, la France est un pays magnifique, que l'on aime, que j'ai choisi d'ailleurs, puisque je ne suis pas d'ici, moi. Et donc, on pourrait me dire, à quoi bon avoir choisi la France si tu n'en aimes pas les icônes? La France a un mal fou à faire un choix
dans son iconostase et accepter qu'il y ait des points noirs dans son histoire. La France, pays des croisades, vous savez, les anciens disaient gesta Dei per francos, c'est-à-dire les exploits de Dieu par les Francs. Eh bien, je crois qu'on en est encore là. Gesta Dei per francos, les exploits de Dieu par les Francs. Alors, allez donc dire à la masse des Francs qu'il y a aussi gesta diaboli, si vous voulez. Vous savez, la France est un pays magnifique, que l'on aime, que j'ai choisi d'ailleurs, parce que je ne suis pas d'ici, moi.